Philippe Pichot-Bravard, c'est avec une très grande joie que je vous retrouve ce soir pour une nouvelle édition du Libre Journal de la plus grande France, une édition qui sera toute entière consacrée à un grand écrivain qui vient de nous quitter, Jean Raspail. Le 13 juin dernier, Jean Raspail nous quittait, rappelé à Dieu, à la veille de son 95e anniversaire qu'il aurait fêté ces jours-ci, au début du mois de juillet. Nous allons aujourd'hui lui rendre hommage en partant en voyage dans ce royaume intérieur immense qu'il avait imaginé, monde exaltant de fidélité intransigeante, de droiture et d'esprit de sacrifice qui nous exhortait à faire dans chacun de nos actes le choix de la transcendance, de l'enracinement et de la dissidence face à l'esprit de renoncement, de compromission et d'égoïsme matérialiste qui domine le monde. L'œuvre de Jean Raspail nous aide à être exigeants avec nous-mêmes, afin de ne pas trahir l'enfant que nous avons été. Elle nous rappelle les exigences de l'être face aux séductions toujours décevantes de l'avoir. Elle élève ses lecteurs. Alors relisons Sire, relisons L'Anneau du pêcheur, relisons Ourazara, relisons Le Camp des Saints, relisons l'île Bleue, relisons Le Roi au-delà de la mer, relisons Les Sept Cavaliers, relisons En canot sur les chemins d'eau du roi, relisons, moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie. Alors pour rendre hommage à celui qui fut à la fois un grand écrivain et puis peut-être l'un des derniers chevaliers de notre civilisation occidentale, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Corsaire. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thibaut. Bonsoir chers auditeurs. Thibaut Corsaire que vous connaissez bien, qui est l'un de mes aides de camp, qui de loin en loin anime une émission à ce micro, mais qui est aussi chroniqueur ici ou là, et qui connaissait Jean Raspail, qu'il avait rencontré assez récemment, qui connaît bien son œuvre. Et puis, nous aurons par téléphone, dans quelques minutes, dans un quart d'heure, 20 minutes, Blanche de Beaurepaire, professeure de français au lycée Saint-Jean-de-Passy, qui a été le lycée où Jean Raspail a fait ses études, il y a maintenant bien longtemps, et qui interviendra pendant quelques minutes sur l'œuvre de Jean Raspail et sur son rayonnement. Alors, mon cher Thibaut, les temps que nous vivons en cette année 2020 présentent des caractères très raspaliens, que l'on songe à ce confinement qui a révélé la quasi-disparition du sens du sacré, la suspension des messes pendant deux mois dans l'indifférence quasi générale. L'emprise de l'État, sans réaction ou presque, une suspension d'ailleurs annoncée par la décision de certains évêques, et puis, ce qui est aussi très raspalien, ces petits groupes, ces prêtres, qui discrètement ont continué à porter les sacrements dans les familles, ont célébré la messe, ont célébré des messes discrètes devant 5, 10 ou 15 fidèles. C'était très raspalien aussi, et pour avoir eu la grâce de participer à quelques-unes de ces messes, je peux dire qu'à la première d'entre elles, après 3 semaines de jeûne eucharistique, on sentait cette atmosphère raspalienne du petit nombre qui doit veiller pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux auxquels cette grâce est interdite. Et puis, il y a, d'autre part, cette espèce d'hystérie collective depuis un mois à la suite de la mort de 2 délinquants professionnels, il faut dire les choses comme elles sont, l'un aux États-Unis et l'autre en France, 2 cas d'ailleurs différents, très différents dans des circonstances et dans des sociétés très différentes, car les États-Unis ne sont pas la France, mais qui donnent lieu dans la bourgeoisie progressiste
à cette espèce d'avachissement, de soumission. Une révolution culturelle. Une révolution culturelle qui rappelle ce qu'écrivait Jean Raspail dans Septentrion, même un peu dans Les Sept Cavaliers. Dans Les Sept Cavaliers, avec l'affadissement, en fait, une société qui s'écroule, la trahison des fils qui crachent au visage de leur père, tous les repères moraux qui disparaissent, et le margrave qui finalement ne contemple plus dans son donjon que sa collection de marionnettes vénitiennes, tandis que la vie s'en est allée et qu'une mystérieuse maladie, un chancre moral, un sida mental, aurait dit Louis Pauwels, s'est emparé de tout le monde, et la vie s'en est allée, et il y a à la fois un mal intérieur et un mal extérieur. Et ce mal extérieur, j'y ai un petit peu songé, on en parlera tout à l'heure, parce que le thème des Tchétchènes, justement, est présent dans Sept Cavaliers, et on en a parlé il y a quelques semaines avec les graves émeutes urbaines à Dijon. Mais si l'on revient à ce climat de révolution culturelle, de terreur, il faut bien le dire, de terrorisme intellectuel qui sévit en ce moment en Occident, des deux côtés de l'Atlantique, Le Camp des Saints, évidemment, est une référence obligée. Alors, Le Camp des Saints, tout d'abord, c'est un roman, hein, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas un calcul de la part de Jean Raspail. Mais ce qui est intéressant, mais la réalité dépasse la fiction. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est très actuel dans Le Camp des Saints, c'est cette espèce de nuit de folie le soir de Pâques où la société française s'effondre complètement. C'est le délitement de l'Occident. En fait, pour moi, le vrai sujet du Camp des Saints, c'est pas tant une vague qui arrive, c'est comment l'Occident réagit. Et là, c'est ce qu'il imagine en pur romancier, et ce qui est terrible, et il le disait dans ses entretiens, c'est que la réalité dépasse la fiction. C'est pas un théoricien, c'est pas non plus Enoch Powell dans Les Fleuves de sang, c'est Jean Raspail qui se demande et s'ils arrivaient, et la vraie question, c'est pas uniquement s'ils arrivent, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'ils arrivent. Et dans notre réaction, ce qui compte, c'est également notre capacité à raisonner, et cette capacité-là, elle est annihilée par des années de gauchisme culturel. Et il en est question dans Le Camp des Saints à travers cet extrait de Jean Raspail. Les vrais amateurs de tradition sont ceux qui ne les prennent pas au sérieux et se marrent en marchant au casse-pipe parce qu'ils savent qu'ils vont mourir pour quelque chose d'impalpable, jailli de leur fantasme, à mi-chemin entre l'humour et le radotage. Peut-être est-ce un peu plus subtil. Le fantasme cache une pudeur d'homme bien né qui ne veut pas se donner le ridicule de se battre pour une idée, alors il l'habille de sonneries déchirantes, de mots creux, de dorures inutiles et se permet la joie suprême d'un sacrifice pour carnaval. C'est ce que la gauche n'a jamais compris, et c'est pourquoi elle n'est que dérision haineuse. Quand elle crache sur le drapeau, pisse sur la flamme du souvenir, ricane au passage des vieux schnocks à béret et crie « Woman's Lib » à la sortie des mariages en blanc pour ne citer que des actions élémentaires, elle le fait d'une façon épouvantablement sérieuse. Conne, dirait-elle, si elle pouvait se juger. La vraie droite n'est pas sérieuse. C'est pourquoi la gauche la hait, un peu comme un bourreau haïrait un supplicié qui rit et se moque avant de mourir. La gauche est un incendie qui dévore et consume sombrement. En dépit des apparences, ces fêtes sont aussi sinistres qu'un défilé de pantins à Nuremberg ou Pékin. La droite est une flamme instable qui danse gaiement, feu follet dans la ténébreuse forêt calcinée. Là, il souligne la nature profondément anti-idéologique de la droite. Oui. L'idéologie et la sienne également est de gauche. L'humour est à droite. L'intolérance de gauche, on le voit avec les statues aujourd'hui, et y compris des statues qui montrent des personnages progressistes ou de gauche. Le général Federbe n'était pas un réactionnaire, mais les nouveaux gauchistes indigénistes veulent absolument abattre ces statues. Mais en fait, toutes les statues sont visées, quel que soit le personnage. Oui. Derrière, il y a une volonté de mettre politique de table rase, de destruction de notre passé, de notre histoire. Et tout est idéologique à travers cette grille de lecture, tout. Et ce que l'on voit, c'est que c'est l'action des groupes de gauche qui ont saisi là un prétexte pour mener cette politique de révolution culturelle. Absolument. Alors, dans le passage que vous venez de lire, ce qui me marque beaucoup, pour revenir à une analyse plus littéraire, c'est l'un des passages où l'on sent le mieux la
l'appartenance de Jean Raspail à cette famille des hussards. Oui. Avec ce ton qui est un peu abrupt. Libre, un ton libre. Lui-même ne voulait pas être un gourou, il ne voulait pas être un donneur d'ordre. En revanche, c'était un faiseur d'impression. Mais en même temps, dans le style, dans le choix des mots, ça claque. Il y a une violence du oui. mot choisi, une brutalité qui rappelle Nimier, qui rappelle... Michel Mort aussi, un petit peu, qui était un de ses amis. Déon, le style est un petit peu différent, mais on peut retrouver des accents parfois un petit peu cousins. Je crois qu'il appartient de certaine manière à ce mouvement-là, même si c'est pas exactement un mouvement, c'est plus un état d'esprit assez vague. C'est l'anticonformisme, en fait. Autre allusion à l'actualité, ou plutôt autre actualité qui fait écho à l'œuvre de Jean Raspail, c'est ce passage dans Sept cavaliers où Sylve de Pickendorf, qui a été envoyé depuis la ville pour voir si ailleurs la vie continuait, qui est avec l'évêque de la ville, qui lui-même est dans ce commando de Sept cavaliers, et l'évêque Osmond, qui est un évêque à peu près incroyant, mais qui veut avoir la foi, ce qui déjà signifie qu'il l'a d'une certaine manière. Et ces deux compères... Un évêque un peu médiéval de style, un évêque qui monte à cheval. Beauté. Me fait penser un petit peu à l'évêque Guérin de Senlis à Bouvines, qui dirigeait l'une des ailes de l'armée de Philippe Auguste et qui savait manier la masse d'armes. C'est les évêques tels que les aimait Jean Raspail. Ah, lui, il manie le fusil, donc c'est peut-être son lointain cousin. Et ces deux hommes, Pickendorf et Osmond, sont au sommet d'une montagne, et ils aperçoivent de l'autre côté de la montagne un gigantesque campement d'envahisseurs. Et ce sont les Tchétchènes. Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser avec les événements bourguignons de ces dernières semaines. Donc c'est Osmond, l'évêque, qui parle. « Seigneur, les Tchétchènes, mais combien sont-ils, monsieur le colonel? D'où sortent-ils? Qu'est-ce qu'ils font ici ?»« Les Tchétchènes, en effet, dit Pickendorf. Nous avions cru les rayer de l'histoire, et l'histoire se remet en marche. Profitant de ce qui s'est passé chez nous, Al-Rahman a dû se proclamer émir des deux côtés de la montagne, à moins que ce ne soit le vieux Barbichu avec son cimetière de parade. Mais en tout cas, ils ne sont pas seuls. Ils ne forment pas le centième de tous ceux que nous voyons là. Les autres, surgis des profondeurs des deux continents, il y avait les Turcomans, les Ossètes, les Wahalis, les Tripolitains, les Azéris, les Sandjakiens, les Wadi Moussa, les Wahhabites, les Hachémites, les Turcopoles, les Tadémaïtes, les Nadjers, les Rifins, les Chambas, les Djazaïriens, les Anabiens, les Kalmouks, les Kazakhs, les Tartares, les Yakoutes, les Turkmènes, les Kerouanais, les Damascènes, les Hedjaziens, les Daglaris, les Stamboulois, les Persépoliens, les Tadjiks, les Saouras, les Hadjers, les Husseinites, les Palestins, les Abbassides, les Karmates, les Sanans, les Patchans, les Kéophrènes et toutes les tribus noires qu'ils avaient asservis, les Bambara, les Nilotes, les Yoruba, les Wolofs, les Swahili, les Malinqués, les Éthiopes, les Issa, les Coptasiens, les Toubous, les Foutas, les Goréens et tant d'autres où s'étaient échinés pendant des décennies des générations de missionnaires envoyés par les archevêques de la ville, vivant de rien, souffrant, mourant et prêchant la charité. « Qu'en pensez-vous, Osmond ?» demanda Sylve. L'évêque avait saisi à son tour les jumelles et considéré cette foule d'un œil calme. « Que la volonté de Dieu a changé de camp, dit-il. La partie redevient intéressante. En attendant, cela bouge en bas. Il me semble, monsieur le colonel-major, qu'il va être grand temps de filer. » Alors, Thibault, vous étiez vous-même à l'enterrement de Jean Raspail. Vous avez assisté à cette très belle cérémonie. À la messe à Saint-Roch. À Saint-Roch. Vous pouvez en dire quelques mots pour nos auditeurs ? Bien sûr. Une messe en latin, longue, 2h30. Après le confinement, il y avait une tenue qui était bien présente. Il y avait d'ailleurs une petite incertitude sur le point de savoir qui pourrait être là, oui. dans quelle proportion. C'était le premier grand enterrement après le confinement. Et les choses se sont faites, avec un esprit Pickendorf. Je suis d'abord mes propres pas. Et voilà. Le drapeau Patagon était présent sur le cercueil. Jean Raspail, dans son cercueil, est
revêtu de son uniforme de capitaine de frégate, puisque en tant qu'écrivain de marine, association créée en 2003, eh bien, il a rang de capitaine de frégate sans en avoir les prérogatives de commandement. Je n'étais pas présent à la mise en terre, mais le chancelier de Patagonie nous a appris que lors de la mise en terre, l'un des enfants de Jean Raspail, sa fille je crois, a jeté du sable noir de terre de feu qui avait été transmis à la famille par le vice-consul de Patagonie à Punta Arenas, qui est la ville chilienne la plus australe, et qui donc avait pu se procurer ce sable qui désormais recouvre symboliquement le cercueil de Jean Raspail. Jean Raspail est enterré cimetière du Montparnasse, la station la plus proche, Raspail. Qui d'ailleurs, je crois, était un de ses ancêtres. Oui, je crois, plus ou moins lointain, pas exactement la même école. Mais tout aussi anticonformiste. Oui. Et il devait y avoir de nombreux Patagons qui... Il y avait des drapeaux Patagons, voilà, on retrouve Vous-même, vous avez été naturalisé Patagon. Oui, tout à fait. Il y a pas mal d'années déjà. Oui, il y a quelques années, mais... Comment est-ce que vous avez rejoint cette... Moi, c'est en lisant à travers la Patagonie vraiment que je suis devenu Patagon. C'est-à-dire que la Patagonie raspalienne est un univers, un archipel. On y rentre au gré de lectures diverses et variées. Il y a vraiment plusieurs facettes. On en parlera sans doute ce soir dans l'œuvre de Jean Raspail. Les plus militants entrent à travers le camp des Saints. Les plus roicos entrent à travers Cire. Et sinon, les plus voyageurs entrent généralement à travers ces évocations des Amériques nord et sud. Et moi-même, c'est à travers l'évocation de ces voyages, surtout en Amérique du Sud, que je suis entré en Raspalie et donc en Patagonie, dans les deux sens du terme. Et pour devenir Patagon, c'est toujours possible. C'est toujours possible, puisque de la même manière que le roi de Patagonie demeure pour l'éternité Aurélie Antoine de Tounens, qui pourtant est mort il y a bien plus d'un siècle, eh bien, le consul général de Patagonie, depuis 1980, c'est-à-dire lorsqu'il achève d'écrire Moi Antoine de Tounens, c'est dans l'épilogue, Jean Raspail se proclame consul général de Patagonie, et voilà, eh bien, depuis lors il a été pris au mot, et de nombreuses personnes lui ont envoyé des lettres de naturalisation, et c'est ainsi que, avec une certaine sédimentation poétique, la Patagonie s'est construite comme patrie de rechange mais pas de refuge, c'est différent, et on peut continuer aujourd'hui à être naturalisé, puisque Jean Raspail est consul général pour l'éternité. On peut envoyer une lettre, généralement bien tournée, plaisir d'écrire, à monsieur François Tully, qui est le chancelier de Patagonie, grâce à qui nous avons le BLAP, le bulletin de liaison des amitiés patagones, qui est l'annuaire annuel des Patagons, avec des lettres, avec des informations sur Raspail, sur la Patagonie, sur tout ce qui se fait dans l'esprit raspalien, Tesson, Terpan, etc. Et donc vous pouvez envoyer, c'est gratuit, il n'y a pas de cotisation, seul le BLAP, je ne sais plus exactement combien il coûte, si c'est une trentaine d'euros, seul le BLAP est payant, mais sinon il faut envoyer sa lettre à François Tully, TU2LI, Chancellerie de Patagonie, 20 avenue de Lovendal, 75 015 Paris. Et le jeu du roi continue. Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans cette Patagonie, dans ce royaume de l'esprit, cette dimension d'association d'amis d'un grand écrivain, comme nous avons par ailleurs Présence de la Varande, comme nous avons par ailleurs les amis de Vladimir Volkov. Il est certain que la Patagonie, c'est aussi l'esprit Pickendorf. C'est pas uniquement s'intéresser à la géographie, l'ethnographie de la Terre de Feu. Il y a ça, puisqu'il y a le Jean Raspail explorateur qui est fondamental, mais c'est aussi, Et donc, est-ce que l'association n'est pas amenée
cette association, j'utilise le terme de manière générique, non pas au sens juridique du terme association, n'est pas appelée à devenir le lieu où seront publiés des inédits de Jean Raspail, où l'on encouragera des études sur son œuvre, où l'on organisera des rencontres entre lecteurs, comme le fait par exemple Présence de Lavarande. Alors il faudrait demander à la chancellerie. Je ne suis pas certain que ça se fasse exactement de cette manière. Je crois que ce sont plutôt des initiatives complémentaires. La Patagonie, les naturalisations, le BLAP, c'est le jeu du roi. C'est la différence avec des associations plus sérieuses comme Présence de Lavarande, etc. C'est que là, il y a un esprit d'enfance qui est conservé comme modus vivendi. Une dimension de rêve qui ne figure pas dans les autres associations littéraires. Au fond, c'est une association lâche, molle, dans le sens où elle laisse toutes les libertés. Je pense plutôt que pour tourner la chose, s'il devait y avoir demain, l'année prochaine, je ne sais quand, des colloques consacrés à l'œuvre de Jean Raspail, il est certain que la plupart des intervenants seraient d'esprit Patagon. Voilà. Mais ça s'organiserait autrement, sous un autre biais. Oui, voilà, et ce qui serait complémentaire au jeu du roi, qui lui consiste essentiellement dans le fait de se faire naturaliser. C'est toujours possible. Si demain votre enfant naît et que vous voulez le faire naturaliser, vous pouvez. C'est une question que vous connaissez bien, et Thibault. Que je mettrai à profit à la rentrée. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Et voilà, vous allez au bord du lac Baïkal, sur les sommets du Machu Picchu ou sur les Minquiers. Vous avez le drapeau bleu, blanc, vert de Patagonie. Vous le faites flotter, vous faites prendre en photo, vous partagez ça avec vos amis Patagons. C'est le jeu du roi qui continue et Jean Raspail de là-haut sourit. Voilà. Alors vous-même, vous aviez rencontré Jean Raspail. Oui. À l'occasion d'un entretien. Oui. Et pouvez-vous nous dire quelques mots de cette rencontre qui vous a beaucoup marqué ? Quand on est rentré dans son bureau, donc c'était après avoir fait un entretien, voilà, dans son salon, il nous a servi du whisky, c'était très sympathique. Ensuite, il nous a montré son bureau, parce qu'évidemment, nous, on venait non pas en pèlerinage, non pas voir un gourou, mais voir quand même une figure. Et forcément, la pièce centrale, c'est celle où il écrit, celle où il lit, donc c'est son bureau-bibliothèque. On rentre, une grande plaque, boulevard Raspail, qui avait atterri là par la grâce de je ne sais quelle facétie. Un drapeau, c'était le pavillon naval de Patagonie. Et puis également sa chaise, une chaise qui vient des Alpes, que son père lui avait rapportée de son séjour sous les drapeaux lorsqu'il était chasseur alpin. Et donc on sent vraiment, pour un grand voyageur, quelqu'un qui a beaucoup bougé, mais qui a, au sens propre, une assise, qui est enraciné, il est là. Même assis, il est au fond assez debout, quoi. Il y a vraiment une stature, une attitude qui selon lui d'ailleurs, dans cette cavalier, est la colonne vertébrale de l'âme. Et ça, on le sent déjà en rentrant dans la pièce. Et puis d'un geste ample, bienveillant, vraiment de seigneur et en même temps très enfantin, en nous montrant du doigt sa bibliothèque. Il nous montre des soldats de plomb vendéens, différents capitaines de paroisse avec les drapeaux des différentes compagnies, en nous disant... Les noms des compagnies du roi au-delà de la mer. Ben, c'est exactement ça. Et là, il nous dit, eh bien, je vous présente la Vendée. Et voilà, bienvenue chez Jean Raspail. Alors, il y a une dernière question que je souhaiterais vous poser avant que nous prenions en ligne notre deuxième invité, Blanche de Beaurepaire. Jean Raspail était capitaine de frégate, écrivain de marine, et pourtant, la marine n'est pas très présente dans son œuvre. Elle apparaît presque accessoirement, mais il n'y a pas de roman maritime. Non. Contrairement à l'œuvre de Lavarande, oui. Autre passionné de marine, qui était descendant de grands marins, d'amiraux, de vice-amiraux, qui a fait des maquettes, qui avait réalisé de nombreuses maquettes, mais qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais été marin. Alors que Raspail, lui, était un marin de plaisance, mais surtout, il a vogué sur les canaux de Terre de Feu, et c'est là qu'il avait vu ce fameux canot à la Calouffe en 1951, en février 51, qui a été un déclic, finalement, pour son œuvre. Alors, nous allons maintenant recevoir Blanche de Beaurepaire, qui est professeure de français au lycée Saint-Jean-de-Passy, qui a été le lycée de Jean Raspail. Est-ce que vous nous entendez, Blanche ?
Oui, très bien. Ah, bonsoir. Alors, vous-même, vous êtes une grande lectrice de Jean Raspail et vous avez récemment offert Jean Raspail à la méditation de vos élèves de 6e. Oui, c'est ça. En apprenant la mort de Jean Raspail, je me suis dit que c'était important et utile que mes élèves, donc qui sont effectivement dans l'école même où Jean Raspail a étudié, eh bien puissent avoir connaissance de cet auteur. Alors, quelle était la nature de l'exercice ? Je leur ai fait découvrir un peu qui était Jean Raspail et ce que c'était que la royauté. Et en fait, je l'ai fait directement en hommage et en lien avec le début du jeu du roi, où il y a justement ce personnage d'un instituteur qui est face à une classe de petits garçons qui ont le même âge que les petits garçons que j'ai en classe, puisqu'à Saint-Jean, on a encore des classes non mixtes. Et donc, je me suis livrée presque à la même expérience. Et je vais peut-être vous lire justement cet extrait oui. du jeu du roi et ensuite vous raconter ma classe avec mes 6e. Très bien, nous vous écoutons. Donc c'est l'instituteur qui parle. Pour comprendre combien le roi Antoine était étranger à notre époque, qu'on sache que je n'osais même pas parler de lui aux enfants de ma classe, des gosses de 12 ans pourtant. Un âge prêt à tout accueillir, ce qu'il y a de meilleur, de plus généreux, de plus frais, de plus original, de plus imaginatif dans une vie d'homme. Hélas, désespéré, je constatais chaque année les progrès de l'automatisme dans leur petite cervelle. Au début de ma carrière, cependant, je tentais à chaque rentrée de séparer, à ma façon, dans mon secret, le bon grain de l'ivraie. Pour mon plaisir, car pour eux, cela ne pouvait rien changer. J'avais alors recours au roi, qui était tout mon univers, et je l'offrais à mes élèves au premier jour de classe comme sujet de méditation, en exercice verbal de français. Le sujet, que pensez-vous des rois? Si l'histoire était à refaire, aimeriez-vous être roi? Je reconnais que c'était trop difficile pour eux, et que la hauteur où je voulais les emmener leur était inaccessible, mais tout de même. Je passe sur l'élémentaire qui traîne dans tous les manuels, l'exploitation du peuple, l'esclavage des travailleurs, la misère et la famine. Mais à entendre un petit rouquin, pas bête et assez sympathique, les rois étaient les ennemis du peuple, je demandais pourquoi. Parce qu'ils ne sortaient pas du peuple et que personne n'a le droit de se hisser au-dessus des autres, c'est contraire à l'égalité. Déjà prêt à couper toutes les têtes qui dépassaient, y compris la sienne. Moi qui espérais m'attacher ces enfants avec l'histoire du roi Antoine. Il y eut bien, dans le fond de la classe, un gamin silencieux, qui tout à fait inexplicablement laissa échapper à mi-voix. Tout de même, j'aimerais bien être roi dans une île déserte. Il s'appelait, je crois, Joël. C'était un roi. Il avait tout compris en une seconde. Que rien n'est grotesque dans l'homme, ni surtout contraire à sa nature profonde, chaque fois qu'il veut se rêver roi. Ceux qui n'ont pas ressenti cela, ne fût-ce que l'espace d'un instant, cela, je ne sais comment il se nomme. Alors, comment vos élèves ont réagi à ce texte? Alors, c'est pas directement ce texte, que je leur ai lu, c'est l'expérience que j'ai faite avec eux qui a été un peu la même que celle que fait cet instituteur dans ce texte. C'est-à-dire que je leur ai présenté rapidement Raspail, je leur ai dit qu'il était un ancien de leur école, je leur ai parlé de ses voyages, de ses aventures, de ses livres, et puis parmi ces livres, de celui qui était le plus susceptible, à mon avis, de les intéresser, de les captiver, qui est Cyr. Et qui, il est vrai, a un parfum signe de piste. Oui, voilà, c'est ça. Et pour des petits garçons de 12 ans, c'est pas mal. Et donc, j'ai présenté rapidement le prince, Philippe Pharamond. J'ai présenté son épopée vers Reims.
son arrêt dans l'abbaye Saint-Benoît. Mhm. J'ai dessiné au tableau une crypte. Et puis, j'ai recopié, dans un silence religieux, le texte de l'homélie que fait le père abbé au prince et à ses compagnons. Mhm. Alors, Et puis, il faut rappeler que dans ce passage, le prince qui va à Reims se faire sacrer en secret a choisi 2 étapes intermédiaires qui le conduit sur les tombeaux de ses ancêtres. D'abord, alors dans un deuxième temps à Saint-Denis et dans un premier temps à Saint-Benoît-sur-Loire où se trouve l'un des Capétiens qui n'a jamais été à Saint-Denis, qui est le roi Philippe Ier, le père de Louis VI, qui a régné de 1060 à 1108, c'est-à-dire un roi chevalier tel une figure qui peut enflammer l'imagination d'un jeune garçon. oui, effectivement. Et donc, j'ai copié ce texte que j'ai appelé le droit divin et que les garçons ont dû apprendre et que je vais vous lire avant de vous raconter leur réaction. Mhm. Monseigneur, mes frères, dit-il, le droit divin est un flux qui échappe au pouvoir des hommes. Il est éternellement transmissible chez ceux que Dieu a choisis. Il ne peut être interrompu, il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. On peut couper la tête des rois, les chasser, les oublier. Le droit divin court toujours, comme une grâce inemployée dont les effets s'accumulent. Mais vous êtes aussi un être de chair, monseigneur. La royauté héréditaire commence là où commence l'homme, par la conception charnelle. Un roi est fait d'un autre roi, de toute la chaîne des rois avant lui, parmi lesquels celui qui repose ici depuis 9 siècles. Ainsi, le corps du roi est-il le roi. À Reims, il recevait 9 fonctions et sa personne devenait sacrée. Allez à Reims, monseigneur, et que Dieu vous ouvre la route. Amen. Alors, quelle a été la réaction de ces jeunes garçons? Eh bien, ces jeunes garçons ont été totalement enthousiastes. Et je tiens à dire que dans le livre du jeu du roi, eh bien, la magie ne passe pas. Et peut-être que Raspail était parfois un peu pessimiste. Mais dans ma classe, en tout cas, de jeunes garçons, eh bien, la magie a opéré en quelque sorte. Et la question que je leur ai posée, c'était pas est-ce que vous voudriez être roi, mais plutôt est-ce que vous auriez aimé accompagner le roi? Et la réponse a été unanime, eh bien oui. Oui, ils auraient voulu accompagner le roi, oui, ils auraient voulu aller à Reims. Et ce qui était beau aussi, c'était leur réflexion sur le fait que eh bien, il n'y a qu'un seul roi. Ce ne sont pas forcément les hommes qui le choisissent. Enfin, en tout cas, au bout d'un moment, ce ne sont plus les hommes qui le choisissent. Et donc voilà, sur le don de Dieu, il ne donne pas la même chose à chacun. Mhm. Mais qui assigne à chacun une mission spécifique. Oui. Alors, vous-même, Blanche de Beaurepaire, petite question, dans l'œuvre de Jean Raspail, quel est l'ouvrage que vous avez préféré et pour quelle raison? Eh bien, celui que j'ai préféré, je crois, c'est celui que j'ai voulu transmettre en priorité, c'est Cyr. Mm-hmm. Et peut-être justement parce qu'il met en valeur des choses qui me semblent importantes, notamment le pouvoir du regard et de la pureté du regard. Mm-hmm. Il y a une phrase dans l'Évangile qui dit « Si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière ». Et on a l'impression d'en Cyr, justement, c'est parce que le roi est pur. Notamment, à un moment, son oncle lui dit bien, vous n'avez pas de royaume, mais vous serez le roi sans péché. Et donc, on a un roi pur et on a l'impression que tous ceux qui le rencontrent eh bien, sont dans la lumière. Il y a une sorte de transmission de cette pureté. Mm-hmm.
Et puis il y a dans ce livre ce thème central du sacré qui est de l'attachement à la dimension sacrée qui est très important. Ce roman présente une dimension d'enquête menée autour de l'histoire de la Sainte Ampoule, qui est l'une des interventions du surnaturel dans notre histoire, avec la grande épopée de Jeanne d'Arc. Oui, effectivement, et on a tout cet aspect historique et assez scrupuleusement historique, d'ailleurs, je crois, de Raspail dans ce roman, à la fois dans les scènes, effectivement, sur la Sainte-Ampoule, dans les scènes aussi de destruction de Saint-Denis, qui sont tout à fait intéressantes et qui font effectivement une sorte de croisement de regard, celui de l'historien, celui du romancier, qui sont tout à fait intéressants et qui éclairent différemment cette réalité du roi. Oui, il y a une dimension très contrastée dans ce roman qui est bien marquée par l'opposition entre cet esprit du sacré qui est au cœur de la cérémonie du sacre et de la préparation spirituelle qui l'accompagne, et puis de l'autre, ce qui peut apparaître comme l'un des épisodes les plus épouvantables, les plus ignobles de l'histoire d'une révolution qui pourtant a été riche en épisodes épouvantables, c'est-à-dire la profanation des corps des rois de France. Je précise ici pour nos auditeurs que nos rois à Saint-Denis n'ont pas été les seuls dont les corps ont été profanés pendant la Révolution. Ceci s'est pratiqué un peu partout en France et pas simplement dans les chapelles seigneuriales. Je ferme la parenthèse, mais il y a dans ce manque finalement dans ce mépris du devoir de piété de la vieille pietas qui est au cœur de toutes les civilisations, c'est-à-dire ce respect dû au père, ce respect dû à ceux qui nous ont précédés, à ceux à l'égard duquel on est débiteur. Il y a dans ce rejet des morts et de leur héritage et ce rejet du respect qu'on leur doit, il y a quelque chose d'épouvantable et même dans la description qu'en donne Jean Raspail, même s'il n'utilise pas le terme, quelque chose de diabolique. Oui, effectivement, et c'est là où cette figure de roi presque saint vient apporter beaucoup de lumière, et que ce livre, au lieu d'être un peu désespérant sur la nature humaine, et au contraire, je trouve plein d'espérance, et on peut penser peut-être aussi que c'est une sorte de réparation ou d'hommage auquel se livre Raspail par rapport à toutes ces actions scandaleuses. Eh bien, ce livre vient en quelque sorte réparer ou remettre, rendre de nouveau hommage à toutes ces figures. Oui, et notamment ce qui confirme votre remarque sur l'espérance, c'est que au milieu de cette profanation épouvantable réalisée à Saint-Denis au mois d'octobre 1793, il y a parmi ceux qui participent à cette opération terrible, il y a un homme qui va effectuer un retour sur lui-même, va se convertir, et alors même qu'il participait à quelque chose d'épouvantable, va prendre l'exact contre-pied et va transmettre à sa descendance ce retour au sacré qui va désormais l'animer, et le descendant de cet homme fera partie des quelques privilégiés qui seront à Saint-Denis autour de ce prince Philippe Pharamond lors de sa venue à l'endroit où reposent ses ancêtres. Oui, effectivement, il y a le rôle de cet homme et puis ensuite de ce petit garçon qu'on a. Oui. Et donc, effectivement, ça amène aussi
à penser au rôle de l'enfance dans l'œuvre de Raspail, peut-être de manière un tout petit peu plus générale. Mais voilà, ce regard de l'enfance, ce courage de l'enfance qui répond parfois et qui répare lâcheté des plus grands. Oui. Alors, j'ai retrouvé le passage que je cherchais sur ce sans-culotte qui a participé, qui fait un retour sur lui-même. Tibérien, c'est son nom, le chef des terrassiers s'en retourna chez lui, le cœur navré. Sans-culotte, bouffeur de curés et de nobles, dénonciateur, sectionnaire, volontaire dès le 12 octobre pour conduire le viol des tombeaux, ces 13 jours de honte et d'horreur avaient peu à peu fait de lui un autre homme. Une sorte de grâce le toucha et il jura fidélité en silence aux quelques 50 rois que de ses propres mains il avait exhumés. Et très beau passage qui marque la conversion de cet homme au cœur de l'ignominie. Et puisque vous parlez des enfants, effectivement, c'est un thème très très marquant de l'œuvre de Jean Raspail, le rôle spécifique qui jouent les enfants avec leur esprit propre, leur pureté, leur droiture, la lumière qui les anime. Il y a chez Jean Raspail un respect de l'enfance, et c'est d'ailleurs peut-être ce qu'il y a de terrible dans les 7 cavaliers, c'est que la subversion a gagné les enfants qui se sont révoltés lors de la remise des prix dans le palais du prince. Du margrave, oui. Et en même temps, parmi les 7 cavaliers, il y a le cadet Vénier qui n'a pas 20 ans et qui chantait le jour du départ. Et il y a toujours, dans la chute, dans les ténèbres, il y a toujours une lueur d'espoir à travers la joie de vivre de la jeunesse. Et ça, on peut le voir également à travers l'écho qu'a eu la lecture de Cyr. Cyr a été si bien lu que le 3 février 1999, le jour que le romancier Jean Raspail avait assigné pour le sacre fictif de son héros de roman, eh bien ce jour-là, des lecteurs de jeunes garçons ont décidé de Ils étaient 19 à Reims. Ils étaient 19 sur le parvis de la cathédrale de Reims dans la nuit du 3 février et qui devait pas être une nuit très chaude, à affronter les éléments pour entrer dans ce jeu, prolonger le rêve de Jean Raspail. Et en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, pour continuer finalement cette action symboliquement réparatrice également en restaurant la fidélité. C'est un petit peu ça. Et Jean Raspail en parle dans Le Roi est mort, vive le roi, qui en fait est la réédition du Roi au-delà de la mer, donc aux éditions Via Romana. Le 3 février 1999, je me trouvais à l'extrême sud de la Terre de Feu, cahotant en 4x4 sur une piste improbable qui conduisait, m'avait-on dit, au cimetière des derniers Yagans, qui étaient les Indiens de là-bas. Je dois avouer, monseigneur, qu'absorbé par la recherche de ces autres disparus, j'avais complètement oublié ce sacre de Reims et cette date du 3 février 1999. Après tout, j'étais pardonnable, il s'agissait aussi d'un roman. Je l'avais écrit plus de 8 ans auparavant. Mais le roman m'avait rattrapé. Dans la masse de courriers accumulés à mon absence, je découvris à mon retour 4 lettres qui avaient la particularité d'avoir été toutes écrites par des jeunes gens au lendemain du 3 février. Je n'en citerai qu'une, que les 3 autres confirment. Monsieur, c'est tout naturellement que nous sommes allés jusqu'au bout d'un de vos rêves. Le 3 février de l'an de grâce 1999, nous étions à la cathédrale de Reims. Étudiants depuis quelques mois dans cette belle ville des sacres, nous nous étions préparés à cet événement. Nous avions motivé quelques camarades de l'école supérieure de... Si bien que nous nous sommes retrouvés à 12 dans la nuit du 2 au 3 sur le parvis de la cathédrale. Cela serait resté seulement bien sympathique si nous n'avions pas eu la surprise de retrouver 3 autres jeunes Rémois et 4 garçons venus, 2 de Paris, 1 de Toulon et le dernier d'Aix-en-Provence. Ces 4 derniers avaient déjà suivi la piste la veille en se rendant à Saint-Denis. Ces rencontres faisaient figure de miracle. Si d'autres que nous avaient rêvé, l'espoir était permis. Nous étions donc 19 cette nuit-là à constater que ce que vous avez écrit était vrai. Un grand silence entourait la cathédrale. Pour le reste, nous n'en savons rien. Et la lettre se termine par « Vive le roi ». Blanche de Beaurepaire, que vous inspire ce passage ?
C'est vrai que c'est l'endroit peut-être où le rêve rejoint la réalité. Et je trouve que cet hommage rendu par ce jeune garçon est beau. C'est aussi un peu la difficulté, je trouve, de Cyr. C'est que, par exemple, le texte que j'ai lu sur le droit divin est rigoureusement exact, indépendamment de l'histoire. Le droit divin sait ce que dit Jean Raspail dans ce texte. Et puis, d'un autre côté, ce roi est effectivement issu de son imagination. Et donc, je pense que ça a donné lieu parfois à des difficultés de compréhension ou d'attitude par rapport à ce livre aussi. Mais en tout cas, ce geste d'aller à Reims est beau. Oui, il témoigne de l'influence que peut exercer l'œuvre de Jean Raspail pour élever l'âme de ses lecteurs, leur permettre de concevoir que l'idéal peut devenir possible. Et de réactiver la fidélité qui n'est pas une chose morte, mais qui vit tant que l'on reste fidèle et que l'on transmet. Alors dans le mot fidélité, il y a le mot foi. Donner sa foi. Et Jean Raspail est un homme de foi, et est un écrivain de la foi. Et il a donné sa foi, effectivement. Un grand merci, Blanche de Beaurepaire, pour votre intervention. Je vous en prie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le journal de la plus grande France. Philippe Pichot-Bravard en compagnie de Thibaut Corsaire. Il y a quelques instants, de Blanche de Beaurepaire évoque l'œuvre et la figure de l'écrivain Jean Raspail, récemment rappelé à Dieu. Alors ce thème de la fidélité, il est très présent dans Cyr. Nous le retrouvons aussi dans Le Roi au-delà de la mer. Nous le retrouvons aussi dans L'Anneau du pêcheur. Ah oui. Qui lui, est écrit autour de cette notion de fidélité, la fidélité à la papauté d'Avignon, dans le prolongement de cette crise terrible du grand schisme d'Occident, qui pour nous est aujourd'hui un petit peu lointaine, mais qui a été pour l'Occident chrétien de la fin du XIVe et du début du XVe siècle, la source d'une crise morale extrêmement grande. Un déchirement terrible. Un déchirement terrible qui a été à peu près surmonté lors du Concile de Constance, qui a restauré à peu près l'unité. C'est le conciliarisme qui a permis de bricoler l'unité, finalement. Mais au prix d'un bricolage conciliariste dont la papauté n'a réussi à se débarrasser qu'au Concile de Trente, plus d'un siècle après. Et je rappelle qu'au Concile de Trente, il y avait à ce moment-là 3 papes, Grégoire XII, le pape de Rome, qui d'ailleurs ne régnait plus sur Rome d'ailleurs, mais simplement sur la seigneurie de Rimini et guère plus, qui était le plus faible, Benoît XIII, qui était le pape d'Avignon, qui ne régnait plus sur Avignon non plus, mais qui avait derrière lui essentiellement. Il avait derrière lui l'Aragon, la Castille, la Navarre, il avait derrière lui les principautés des Pyrénées, donc une partie du royaume de France, puisque les Armagnacs dominaient le Conseil, et puis il avait des fidèles en Écosse, et un petit peu, disons, un quart de la chrétienté de l'époque. Ce qui est très raspalien, du reste. Les derniers des Mohicans dans les Pyrénées, les fleurs de lys et les Écossais. Exactement. Et puis, il y avait Jean XXIII, le premier Jean XXIII, qui était le pape de conciliation, qui n'a rien concilié du tout, mais s'est surajouté aux 2 autres, et qui était reconnu par à peu près les 2/3 de la chrétienté. Voilà. Et ce pape Jean XXIII, dont le comportement était assez indigne, a été déposé par le Concile avec une sentence qui est d'ailleurs assez chargée. En fait, on lui met tout sur le dos. Grégoire XII a eu la sagesse et l'humilité de se retirer. Et je précise que c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, il est reconnu comme le seul vrai pape. C'est parce que il s'est sacrifié à l'unité. Et Benoît XIII n'a pas voulu le faire parce qu'il avait le droit pour lui.
Il n'a pas transigé. Il n'a pas transigé. C'est en ça qu'il est raspalien, en tout cas qu'il a inspiré Raspail, c'est sûr. Mais la question que je me pose, et évidemment la déposition de Benoît XIII qui a été assez tardive, elle intervient au bout de 2 ans. On sent bien que les pères du concile font traîner les choses et qu'ils espèrent bien que ce vieux monsieur de 88 ans sera rappelé à Dieu avant qu'il le dépose. Parce qu'ils sont gênés à son égard. On le spie. Finalement, comme Benoît XIII a une très solide santé, ils finissent par le déposer. Et on élit Martin V qui va rassembler tout le monde et qui aura d'ailleurs la délicatesse d'accueillir tous les cardinaux de Benoît XIII et de les intégrer au Sacré Collège, reconnaissant ainsi que Benoît XIII, et d'ailleurs Benoît XIII n'est pas un antipape, il n'a jamais été qualifié comme tel, et il n'est pas qualifié comme tel dans la sentence qu'il l'a déposée, il était un des papes à une époque où personne n'était capable de dire qui était le vrai pape. Mais si l'on prend la liste des souverains pontifes depuis lors, il en a été écarté en 1740 quand on a élu un nouveau pape Benoît et que celui-ci a pris le chiffre d'abord 14, puis quelques jours après le chiffre 13. D'ailleurs, chez Jean Raspail, les Benoît sont partout. D'abord, il y a une fascination pour les bénédictins. Oui. Que l'on retrouve beaucoup, notamment dans Cire, ce sont un petit peu les troupes de choc de la légitimité. L'abbaye de Saint-Benoît, l'abbaye de Fleury. Et puis il y a toujours un bénédictin. Il y a toujours un bénédictin dans le coin. Il y a toujours une coule noire qui est là pour faire, comme disait Saint-Ex, pour faire pleuvoir quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Il y a toujours un Pickendorf abbé bénédictin. Oui. C'est d'ailleurs le cas. Et d'ailleurs, le cardinal de Cire, ancien archevêque de Reims, enfin toujours archevêque d'ailleurs, parce qu'il n'a pas démissionné, et il a juste disparu dans la nature. Ce cardinal est un bénédictin. Et dans Ourazara, qui a été réédité par Albin Michel à l'automne dernier sous le titre Les Pickendorf, donc la vaste galerie des Pickendorf, c'est haut en couleur, vraiment. Pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu, précipitez-vous, vous ne regretterez pas votre soirée. Eh bien, il est question d'un Pickendorf qui a fait Saint-Cyr et qui apprend donc c'est à l'époque contemporaine, que le major de promo et 6 des 10 premiers ont choisi à la sortie de l'école d'entrer dans la gendarmerie. Alors lui, il trouve que le casoar et les gants blancs n'ont rien à faire avec les radars et les contrôles d'alcoolémie, et donc là-dessus, il est assez vache avec les gendarmes, il faut le dire. Et donc ce Pickendorf-là, assez sanguin, plante là l'armée, rembourse scrupuleusement ses frais d'études, et on a des nouvelles de lui que quelques mois plus tard, le crâne rasé, entrait dans une abbaye bénédictine. Alors pour revenir à l'anneau du pêcheur, on retrouve cette idée de fidélité dans cette survivance de la papauté d'Avignon, cette papauté secrète dans l'Aveyron, que l'on peut suivre d'ailleurs, dont on connaît les noms jusqu'à la fin du XVe siècle. Et je me souviens avoir entendu Jean Raspail au micro de la Tribune de l'Histoire dans une émission du milieu des années 90, donc à l'époque de la sortie de l'anneau du pêcheur, invité par Jean-François Cap, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, et qui expliquait qu'il avait, aux archives départementales de l'Aveyron, trouvé les traces d'une papauté cachée dans le Rouergue jusqu'au début du XVIIIe siècle. Ensuite, la trace se perdait. Ça doit rappeler à nos auditeurs vendéens un petit peu la petite église. Oui. Oui, c'est une petite église. Et c'est vraiment signe de piste. Vous parliez tout à l'heure du côté scout. Là, c'est le signe de piste, mais au sens propre. C'est-à-dire qu'on relève les quelques empreintes, on déterre la hache des steppes pour faire allusion à une autre œuvre de Jean Raspail, pour retrouver les traces et pour voir que quelque chose a survécu dans cette fidélité un petit peu souterraine. Ce qui rappelle aussi les chemins noirs de Sylvain Tesson, enfin. Mais il y a un autre aspect dans l'anneau du pêcheur et qui met parfois un petit peu mal à l'aise certains lecteurs. C'est la question de la légitimité. Est-ce que l'actuel pape est le bon? Est-ce que la ligne est la bonne? Dans l'intransigeance de Benoît XIII. Parce que finalement, Benoît XIII avait probablement le droit pour lui. Et ultimement, ce n'est plus sa tiare qu'il défendait, mais les droits de la papauté. Et face aux théories conciliaristes. Mais dans le même temps, n'a-t-il pas, contrairement à Grégoire XII, péché par cette intransigeance en ce que il n'a pas voulu
d'une part, se sacrifier à l'unité, car au-dessus du droit dans l'Église, il y a la charité, donc l'unité. Et est-ce qu'il n'a pas, ce faisant, aussi péché par peut-être un manque de foi, refusant de s'en remettre à Dieu de ce que devait être la défense des droits de la papauté, et d'une certaine manière, mais vous allez me dire si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a là, à l'époque où Jean Raspail a écrit, une difficulté de sa part à l'égard du mystère de la croix. Parce que ce que l'on attendait de Benoît XIII, finalement, c'est d'accepter la croix qui consistait à se renoncer à lui-même et à renoncer à jouer le rôle dont il s'estimait et dans le même investi. temps... Et on retrouve cela un petit peu chez Cyr, lors de la lecture du testament de Louis XVI, où on sent que Jean Raspail est gêné par certaines formulations du testament de Louis XVI. La gêne de Raspail, qui d'ailleurs, c'est le crève-cœur de tous les royalistes, lorsque nous entendons le 21 janvier lecture de ce texte, ça n'est pas un testament vainqueur. C'est une journée sombre et baisse un peu la tête. Mais il y a une dimension dans ce testament, il y a une humilité profonde du roi Louis XVI, qui en fait monte au ciel, fils de Saint Louis, c'est le rapproche du Christ. Sur l'échafaud, il est au pied de la croix. Et en fait, depuis Saint Louis, le prince qui a le mieux cultivé la ressemblance avec le Christ. L'alter Christus. Et en ça, il est vraiment capétien. Mais c'est vrai que cette gêne, il y a une forme de révolte, parce que et d'ailleurs, moi j'en discutais avec pas mal d'amis qui parfois ont fait, je pense, une lecture erronée de Raspail, en tout cas de Cyr, en se disant non mais c'est désespérant, nous on veut une vraie restauration, c'est pas du tout de ça dont il est question dans Cyr, qu'est-ce que c'est que ce roman ? Déjà c'est un roman, si vous voulez savoir comment faire, si vous voulez savoir si le coup de force est possible, commencez par lire Maurras ou d'autres, et puis agissez là où qui d'ailleurs ne l'a pas fait, donc voilà. Mais bon, vous avez plein de scènes lecture plus politiques, là on est plutôt... c'est pas politique, ou alors c'est peut-être de la théologie politique, mais c'est d'abord du roman. Mais c'est vrai que cette gêne du militant vis-à-vis de ce testament si triste de Louis XVI, c'est la gêne de la sœur de Pharamond. Oui, exactement. Le malheur d'être roi, s'il avait le malheur d'être roi. Et c'est vrai que quand on entend ça, et puis il y a deux ou trois marques d'humilité de Louis XVI qui gênent cette sœur. Et là, on sent bien que Raspail prête à la sœur de Philippe ses propres sentiments. Pharamond, ses propres sentiments. Bien sûr. Et pour revenir à Benoît XIII, sans doute y a-t-il ici un conflit entre, d'une part, le devoir, où se situe-t-il ? C'est la vraie question. Et ensuite, l'expression du devoir, qui parfois supplée lorsqu'on ne sait pas exactement où ce dernier se trouve. Et au fond, cette expression du devoir, cette religion du maintien, c'est l'attitude. Et à nouveau, dans cette cavalier, et ça je crois que c'est vraiment clé pour comprendre Raspail. Raspail, dans cette cavalier, nous dit que l'attitude, c'est la colonne vertébrale de l'âme. C'est peut-être un moyen de comprendre... On retrouve ça dans tous ses romans. Ce Pedro de Luna brossé par Raspail. Et on retrouve ça dans bien des romans raspaliens. À chaque fois que la situation est comme désespérée, ces personnages... on tente une sortie, il y a une très belle citation comme ça. Se drapent dans une dignité, dans une... Et se drapent au sens propre d'ailleurs, parce qu'on sort l'étendard claquant au vent. On retrouve ça dans le camp des Saints, dans cette ville-là des bords de la Méditerranée. Il y a ce parfum, l'attitude. Et par contraste, il y a ce jeune homme qui... complètement avachi, qui tente d'envahir cette ville-là, et le contraste entre les deux est tout à fait saisissant. Le contraste entre lui et le vieil homme, et le contraste également entre les fuyards et le colonel à la fin qui se trouve en première ligne sur la plage, colonel qui s'appelle Constantin Dragazès, qui n'est autre que le nom du dernier Basileus de Constantinople.
Alors, mort, dit-on, ça n'a pas pu être vérifié sans doute, mais mort, dit-on, en défendant sa cité sur les murailles. Et donc, vous, Thibaut, quel est, de tous les romans de Raspail, celui qui vous stimule le plus, vous fait le plus rêver? Si on parle vraiment des romans et que du coup on met de côté ces évocations de voyage... alors, je vais modifier ma question. Quel est de tous ces livres celui qui vous stimule le plus? C'est toujours difficile. 7 cavaliers est quand même pas mal du tout. Mais j'avoue que j'aime beaucoup Le Roi au-delà de la mer parce qu'il confirme Cyr avec un côté peut-être un petit peu moins signe de piste qui du reste ne me dérange pas. On peut lire Raspail à peu près tout âge et avec plusieurs niveaux de lecture sans doute. Mais Le Roi au-delà de la mer, c'est-à-dire ce roman épistolaire où c'est Raspail qui parle et qui s'adresse au prince Pharamond et qui donc projette sur lui ses projets, eh bien, ses plans, je trouve ça absolument jubilatoire. Parce qu'il y a comme très souvent chez Raspail, il y a des allers-retours entre l'histoire et le récit, entre le passé et l'imagination. Et là, il y a même plusieurs passés, plusieurs imaginations, puisque il y a des évocations par Raspail de plusieurs projets avortés de restauration. Dans Le Roi au-delà de la mer, c'est tout d'abord le projet qui donne son titre à l'ouvrage. Le Roi au-delà de la mer, c'est une évocation du toast que portaient les jacobites écossais au roi Stuart exilé en France. Au-delà de la mer. Et donc, et qui faisait passer leur verre au-dessus d'une cruche d'eau ou d'un verre d'eau. Voilà, le roi au-delà de la mer. Voilà. Et donc, il est question de la rébellion de 1745, 45, comme disent les Écossais. Qui s'est terminée par la défaite de Culloden. Voilà, à Culloden, où le duc de Cumberland a sabré sans vergogne les derniers hommes des clans. Ce qui a su, donc, dans cette déroute, Bonnie Prince Charlie, donc le beau prince Charles, donc qui était le petit-fils de Jacques II, a dû s'enfuir en passant par l'île de Skye. Se cacher, parce qu'il était traqué. Déguisé en femme, d'ailleurs, accompagné par Flora MacDonald, ce qui a donné lieu à des ballades écossaises magnifiques. Et je conseille aux auditeurs, d'ailleurs, d'écouter une ballade irlandaise en gaélique qui s'appelle Mo Yulemar, qui s'écrit Mo Guillemar, qui signifie mon galant héros, et qui est une ballade très raspalienne en gaélique où l'Irlande, donc sous les traits d'une femme, se lamente quant au départ de son époux, et son époux c'est Bonnie Prince Charlie. Ça c'est très raspalien. Pour en revenir à c'est un livre d'ailleurs assez inclassable, parce qu'il y a une dimension essai politique, réflexion sur la royauté et balade. Il y a aussi un petit côté signe de piste, la prise des îlots, de possession des îles, etc. Bretons, où on plante, ou des commandos qui ont des noms de capitaines de paroisse des guerres de Vendée, au nom du prince Pharamond, vont planter des mâts fleurs-de-lysée sur le Grand B. Là, on n'est plus dans l'essai, on est dans le roman, dans le rêve aussi. Et on est dans une forme de réalité dans la mesure où des opérations similaires ont été menées par des Patagons au Minquier pour y planter le drapeau Patagon, par exemple. Oui, peu de temps après d'ailleurs la publication de cet ouvrage. À plusieurs reprises, il y a eu plusieurs opérations, notamment une l'automne dernier. Et je sais de sources sûres d'ailleurs que le lendemain de la mort de Jean Raspail, un drapeau Patagon flottait, non pas a été planté, mais flottait au-dessus de la tombe de Chateaubriand sur le Grand B à Saint-Malo, en hommage à ce grand écrivain. Et puis, outre ces ouvrages autour de la royauté, il y a, et ce furent d'ailleurs les premiers livres de Jean Raspail, ces récits d'exploration, ces récits de voyage, parce qu'il y a cette dimension aussi. C'est ce qui est écrit sur sa pierre tombale, explorateur. Raspail a d'abord été un explorateur. Un explorateur qui a commencé par retrouver le passage, la piste
des pionniers français du Canada. Des premiers peuples et donc aussi des premiers découvreurs, des missionnaires et de tout cet écosystème d'une rencontre. En fait, il a parlé du vrai vivre ensemble. Oui, en soulignant d'ailleurs l'amitié qui avait été tissée au Canada entre la France et les peuples indiens. Oui. Il faut rappeler ici à nos auditeurs que pendant la guerre de 7 ans, alors que notre flotte avait été frauduleusement décimée en pleine paix par la flotte anglaise, selon une tactique d'ailleurs assez traditionnelle outre-Manche, nous n'avions donc plus les moyens d'envoyer des renforts outre-Atlantique. Nous n'avons pas abandonné le Canada, nous n'avions plus les moyens d'eux. Pendant 2 ans, je crois, il y avait dû avoir un navire français qui avait quitté la métropole, je ne sais plus, Jean de Vigry en parle pas mal dans ses livres sur le 18e. On ne pouvait plus on n'était plus en moyen. Envoyer de renforts au Canada, et ce sont donc les Indiens qui ont défendu le Canada français et qui ont continué à se battre au nom du roi de France. Même après. Plusieurs années après la perte du Canada, plusieurs années, ils ont été beaucoup plus fidèles que les bourgeois de Montréal, plusieurs années après la signature du traité de Paris, et notamment le chef Pontiac, qui mériterait une statue dans le pays d'en haut. Puisque nous sommes à l'époque où on les déboulonne, moi je vais proposer d'en dresser quelques-unes. Voilà, la statue, pour reprendre le vocabulaire gauchiste, la statue d'un racisé, mais d'un racisé légitimiste. Là, ils seront erreur 404 pour les gauchistes, ils comprendront pas. De l'amitié indienne, le chef Pontiac, mort au printemps 1769, et 5 ans après. Et qui chargeait avec le drapeau blanc. Et sur lequel on a retrouvé, après sa mort, un portrait miniature de son père, le roi de France. Oui. Le roi de France qui était appelé, je crois, Onontio, c'est-à-dire le père. Hein, le père. Le père au-delà de la grande mère. Mais si les Indiens ont adopté cette attitude, c'est précisément parce que par amitié, nous avions tissé des liens d'amitié avec ces peuples que nous respections. C'était les sujets du roi de France, c'était des peuples qui avaient été évangélisés par le père Marquette. Donc le père Marquette, c'est évidemment ce jésuite sur les traces duquel Jean Raspail a canoté en 1949. Mais il y a également Jean de Brébeuf, qui est l'auteur du premier cantique de Noël en langue algonquine, où voilà, il y a énormément de grands hommes. Et puis il y a également Cavuet de la Salle qui lui était un explorateur, qui était un marin, qui a fondé la Louisiane. Absolument. C'est-à-dire, quand on parle de la Louisiane à la fin du XVIIe siècle, c'est toute la vallée du Mississippi. On part du pays d'en haut, c'est-à-dire au sud des Grands Lacs, et on va jusqu'au golfe du Mexique. C'est un territoire immense. Oui. C'est toute cette vallée du Mississippi. L'Amérique du Nord était française. Oui. Dans les grandes lignes. La difficulté a été démographique pour la conserver. Les colons anglais, mécontents de la vie en Angleterre, s'étaient installés en Amérique et étaient 1,2 million au début de la guerre de 7 ans, alors que les colons français... Et alors que les colons français, sur un territoire beaucoup plus étendu, n'étaient que 50 000, et encore en ayant eu 13 enfants par femme, sur 3 générations. Oui. C'est dire le peu de Français qui avaient quitté la France. Et nous avions pour défendre cet immense territoire français d'Amérique un chapelet de forts au nom évocateur, Fort de Chartres, etc. Fort de Chartres, dont il est question dans En canot sur les chemins d'eau du roi, de Jean Raspail, et dont il est question également dans une œuvre en bande dessinée de Jacques Terpan, librement inspiré d'un épisode dont il est question dans ce livre de Raspail, un ouvrage, une BD qui d'ailleurs je crois est préfacée par Jean Raspail, Capitaine perdu. L'action se passe dans ces coins-là, des grandes plaines et du Mississippi, Kaskaskia, qui est une mission française, ces postes de traite franco-indiens, le fort de Chartres, et la question de la fidélité lorsque nous devons rendre l'effort, parce que le traité de Paris fait que nous perdons l'Amérique, et non pas uniquement quelques arpents de neige, mais un territoire immense. Eh bien, que faire pour ces hommes qui servaient le roi de France, mais qui étaient devenus américains, enfin ils étaient franco-américains d'une certaine manière, et qui parfois avaient pris femme chez des Indiens qui eux-mêmes étaient devenus bons catholiques, sujets du roi de France, tout en gardant la richesse de leurs coutumes propres. Que faire ? Et certains semble-t-il, ont choisi de troquer le lys, non pas pour l'Union Jack, mais pour la Croix de Bourgogne,
espagnole, puisque la partie sud de la Louisiane est devenue espagnole et mieux valait d'une certaine manière devenir espagnole pour un temps que sujet de Sa Majesté britannique. La Louisiane avait été cédée par Louis XV à l'Espagne pour la dédommager des pertes qu'elle avait subies pendant la guerre de 7 ans en s'engageant dans le conflit à nos côtés, et pour pouvoir préserver cette amitié espagnole qui était nécessaire à la revanche. Oui. Louis XV était dans l'esprit de la revanche dès la signature du traité de Paris. Oui. Et cette revanche, elle passait par deux choses, la reconstitution de la marine et l'alliance espagnole. Et l'alliance espagnole a exigé ce petit sacrifice. Voilà. Il y a chez Raspail, nous avons parlé du thème de la fidélité, nous avons parlé du thème du sacré, le thème de l'enfance. Le voyage, les grands espaces. Mais il y a aussi la question, cette relation, ce dialogue entre l'enracinement et les grands espaces. C'est quelque chose de fascinant chez Jean Raspail, effectivement, c'est que c'est l'homme qui a une assise, qui sait d'où il vient, qui aime les patries charnelles. Lui-même n'était pas d'origine bretonne, mais il passait ses vacances à Pleyherel, qui aujourd'hui, la commune s'appelle Fréhel, mais normalement on doit dire Pleyherel. Donc c'est à l'ouest de Saint-Malo, de l'autre côté de la Rance, non loin du Cap Fréhel. Et dans une interview pour le média identitaire breton Brésinfo en 2016, à l'été 2016, Jean Raspail avait dit que lui, il aurait bien aimé être breton, parce que c'est une patrie charnelle, située. On sait d'où on vient. Et puis lui-même était d'ailleurs ami avec Michel Mort, qui a écrit un très beau roman, La prison maritime, qui parle un petit peu de ces thèmes-là. Donc il y a ce côté enraciné. Ce côté enraciné, on le retrouve dans cet amour des petites principautés, les principautés rédimées et médiatisées d'Allemagne du Sud, qui font l'objet d'un exposé par un jeune Pickendorf. Au début d'Urazara. Voilà, exactement. Donc là encore, la ville, la petite ville, la petite principauté, la principauté d'Altheim-Neufra chez les Pickendorf, la ville du margrave héréditaire dans cette cavalier. Qui ressemble un peu à Vaduz. À Vaduz. Oui, donc le Liechtenstein. Il y a 1000 exemples de ces petites patries. Autre exemple de ces petites patries, c'est le comtat venessin, où a habité Jean Raspail. Il habitait, je ne sais plus si c'était à Carpentras ou près de Carpentras, mais c'était dans le comtat, ce qui d'ailleurs lui a sans doute inspiré l'anneau du pêcheur. Et c'est dans ces anciens états du pape qu'il imagine une nouvelle absolument truculente qui s'intitule « Tombeau d'un garde suisse » que vous pouvez retrouver dans le recueil de nouvelles Le son des tambours sur la neige, aux éditions Robert Laffont. Et dans cette nouvelle Tombeau d'un garde suisse, c'est Jean Raspail est le narrateur, et il raconte son amitié avec un homme un petit peu loufoque, un écrivain pessimiste, où il met d'ailleurs un petit peu de lui-même de temps en temps, qui habite dans le comtat venessin et qui imagine une déclaration d'indépendance du comtat et donc de rattachement aux États du Saint-Siège. Et d'ailleurs, cette proclamation est reproduite à la page 55 de l'édition. « Au peuple et aux communes du comtat venessin, appel du mouvement du 19 janvier pour le rattachement du comtat venessin aux États pontificaux, Cité du Vatican. » Le 19 janvier 1274, selon les stipulations du traité de Paris de 1229, où furent partagés les États du comte de Toulouse, marquis de Provence, le roi de France Philippe III le Hardi cédait le comtat venessin au Saint-Siège en toute souveraineté. Cette souveraineté, qui assura la prospérité et la liberté du comtat pendant 5 siècles, ne prit fin qu'en 1791, lorsque notre capitale, Carpentras, fut envahie par les troupes révolutionnaires avignonnaises composées de la lie de la population, et que fut imposé aux habitants du comtat, loyaux sujets pontificaux, un plébiscite truqué contre lequel le pape protestait encore en 1817. Ainsi les comtadins ne sont-ils devenus français par force que depuis 2 siècles seulement, soit après les Bretons, les Alsaciens, les Lorrains, les Bourguignons, les Catalans, les Béarnais et les Corses, acquérant du même coup, avec la qualité de citoyens français, les pratiques démocratiques irresponsables, la perte de nos élites et de nos libertés traditionnelles, la conscription, la férule de la fonction publique, l'abus de la fiscalité et, pour dernier cadeau, la décadence nationale française dont nous refusons d'être plus longtemps solidaires.
C'est pourquoi nous exigeons solennellement, dans un délai de 2 ans, le retour du comtat venessin à la mère patrie, c'est-à-dire son rattachement aux États pontificaux. Outre que nous nous réjouirons du rétablissement du principe monarchique comme mode de gouvernement et du retour à une patrie charnelle proprement occidentale et plus satisfaisante pour le cœur que la République dévoyée, nous accueillerons avec profit l'abolition des contraintes économiques et sociales et la suppression de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'il en est à la Cité du Vatican. Voilà. Alors, petit détail que je verserai. Et donc cet écrivain un petit peu maudit et facétieux va proposer à son ami, le narrateur, Jean Raspail, de rétablir des contrôles aux frontières, symboliquement, une nuit, habillé en garde suisse. Alors, savez-vous d'ailleurs à ce propos, mon cher Thibault, qu'en 1849, lorsque le pape Pie IX a été contraint de fuir Rome devant la Révolution romaine, se réfugiant à Naples, à Gaète, dans le royaume de Naples, et appelant à son secours les princes catholiques, il a reçu, parmi le courrier que recevait la cour pontificale, une lettre du Conseil général du Vaucluse, qui était à l'époque dominé par les légitimistes, et qui rappelait à sa sainteté le pape Pie IX que s'il avait quelques problèmes de logement, il y avait un grand palais en Avignon qui avait été celui de ses prédécesseurs et où on l'accueillerait très volontiers. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France. Philippe Pichot-Bravard évoque avec Thibault Corsaire l'œuvre et la figure de Jean Raspail. Alors, nous voyons parmi ces thèmes importants cette relation entre l'enracinement et les le grands lointain, espaces. le lointain, aller voir ailleurs s'il y a des hommes et qui se souvient des hommes. Mais au fond, c'est la tension de chaque être humain entre enracinement et transcendance, vous le rappeliez, ce que nous avons de propre, ce que nous avons d'hérité, la glaise sous nos souliers, en même temps, voilà, le ciel dans son immensité, mais c'est aussi le particulier et l'universel, le proche, le lointain. Ce que soulignait et la diversité du monde. Un ami écrivait sur un réseau social qui signifie gazouiller en anglais, le soir de la mort de Jean Raspail, que Jean Raspail lui avait appris le chant de la polyphonie du monde. Je crois que cette formule est très, très satisfaisante et même à l'oreille. Et ça, c'est très raspailien aussi. Alors, nous retrouvons la relation qu'il avait avec ce jeune explorateur et écrivain, enfin jeune, moins jeune maintenant, qui est Sylvain Tesson, qui a souligné récemment, à l'occasion de la mort de Jean Raspail, la dette qu'il avait à l'égard de la dette dans l'attitude d'aller voir ailleurs, même si aujourd'hui il y a moins de choses à explorer. Sylvain Tesson n'a sans doute pas pu, comme Jean Raspail, voir un dernier peuple, comme Jean Raspail l'a fait avec les Alakalouf, mais Sylvain Tesson expérimente la marche, il expérimente la rencontre et la pérégrination sur la terre, la géographie. Et dans un très bel hommage en vidéo qu'il a fait pour Jean Raspail, il a évoqué cet attrait de la géographie qu'il a reçu de Jean Raspail. Sylvain Tesson était d'ailleurs présent à la messe d'enterrement à Saint-Roch, en uniforme lui aussi d'écrivain de marine. Alors il y a un autre thème qui intéresse plus particulièrement chaque lecteur, c'est au milieu de cet avachissement général, il y a cette attitude que vous souligniez tout à l'heure, c'est-à-dire ce souci d'inviter chacun à donner le meilleur de lui-même. Le beau geste. Le beau geste, l'élégance, le drapeau qui le panache, flotte, oui. Ce souci du beau. Et il est d'ailleurs assez symptomatique de voir que l'un des traits de ceux qu'il présente comme les démolisseurs de la civilisation sont d'abord ceux qui haïssent le beau. Oui, la laideur. Il y a la laideur du mal. On le voit notamment dans Cyr, où l'on voit ces jeunes loupards de Saint-Denis, dont l'une des occupations est de s'attaquer... De jeter des pierres... à la beauté de la basilique de Saint-Denis, à en détruire les vitraux et à en détruire les statues,
les gisants des rois qui sont des merveilles de sculpture. Il y a... C'est la laideur des hommes de l'époque, des hommes fascinés par l'époque, et c'est donc aussi la laideur de l'époque. Il y a une scène très frappante dans Cire, la cavalcade de nuit du jeune prince Pharamond et de ses compagnons qui, dans leur route vers Saint-Denis et Reims, arrivent sur une autoroute avec station d'autoroute, avec toutes les commodités de restauration, qui est une ancienne ferme. Et voilà, et on voit bien le remplacement qui s'est opéré. Et puis eux qui étaient dans une nuit si pure, ne voyant que les étoiles, ils arrivent devant cette forêt de néons absolument immonde. Et il y a une description tout à fait frappante de Jean Raspail, où on voit là encore ce contraste. La beauté est un thème extrêmement important. Oui. Extrêmement important dans son œuvre. Avez-vous, mon cher Thibaut, un autre passage que vous souhaiteriez nous faire partager ? Oui, dans Adios Tierra del Fuego, qui raconte son second périple en Patagonie en 99-2000. Il est question du jeu du roi, et donc pour mieux saisir l'esprit patagon, ce peut être pas mal. Ce jeu est plus subtil qu'on ne le suppose. Il exige pas mal de doigté. On aurait tort de le prendre fondamentalement au sérieux, mais il permet d'exprimer, entre rêve et réalité, tant de sentiments qui ont pris le maquis par les temps que nous vivons qu'on se tromperait lourdement en le limitant à ses apparences. Il y a dans le jeu Patagon une sorte d'espace de résistance qu'un journaliste a joliment situé au sud de l'humour anglais et au nord de la poésie. Le pavillon bleu, blanc, vert y tient un grand rôle. Sans compter la centaine de vice-consulats en France et à travers le monde sur lesquels il est tissé le jour de la fête nationale, en principe le 20 novembre, anniversaire de la fondation du Royaume de Patagonie, mais également fête mobile à la discrétion des vice-consuls, ou même flotte en permanence, on le voit apparaître çà et là en des lieux symboliques, inattendus, chargés d'aventure ou d'histoire, particulièrement ces dernières années sur plusieurs très hauts sommets de l'Himalaya et des Andes, en Kirghizie, à Futuna, sur des clochers de cathédrales, des beffrois, des buildings de verre à Tokyo ou Sao Paulo, à la Porte du Soleil de Tiwanaku, sur la tombe de Châteaubriand à Saint-Malo, au monument des armées royales à Quiberon ou sur le mont des Alouettes en Vendée, au fort de Kalamdouchi qui s'élève en pleine montagne à un jet de pierre de la frontière afghane et sur la forteresse de Calvi. Au Spitzberg, au Groenland, aux sources de l'Amazone, au Cap Horn et cela souvent au Cap de Bonne-Espérance, sur des cairns tibétains, d'anciens borges légionnaires au Sahara et sur de nombreux îles ou îlots inhabités à travers toutes les mers du globe, de la Rance au Féroé et du lac Huron à l'île Heard qui est perdue dans le Pacifique Sud, etc. Une cinquantaine de petits navires, majoritairement des voiliers, font flotter en tête de mât le guidon du Royal Club de Patagonie. On a même vu, un 14 juillet, dans une grande ville de l'Est de la France, défiler un régiment blindé qui arborait à l'antenne de ses chars jusqu'au char colonel la flamme de guerre bleu-blanc-vert de Sa Majesté Aurélie-Antoine. Voué à une imminente dissolution dans le grand chambardement des armées françaises, c'est ainsi que ce très glorieux régiment de cuirassiers marquait publiquement son passage dans l'armée fantôme du royaume de Patagonie. Il y a dans ce passage un goût des îles. Un goût des îles qui rappelle celle d'un des amis de Jean Raspail qui s'est éteint il y a 3-4 ans, qui est Michel Déon. Oui. Michel Déon avait d'ailleurs vécu d'île en île, de Madère à la Grèce et de la Grèce à l'Irlande, qui est une île un petit peu grande d'ailleurs, et où il a fini ses jours, et qui a consacré un ouvrage à l'importance des îles. L'île qui est un petit peu le lieu où l'on peut se échapper au tumulte du monde. Au tumulte du monde. Oui, tout à fait. Et il y avait une vraie amitié fidèle entre Michel Déon et Jean Raspail. Là encore, proximité de ce groupe des hussards. Lorsque Blanche de Beaurepaire évoquait tout à l'heure le jeu du roi et le jeu de cet instituteur qui tente de toucher ses élèves, je pensais à un autre hussard qui est Antoine Blondin, oui. Dont ce jeu de l'instituteur est présent dans un de ses romans où il évoque un instituteur qui enseigne l'histoire à ses élèves et qui un jour décide de réécrire l'histoire. Et il décide de ne pas signer le traité de Westphalie. Et à partir de ce moment-là, il réécrit l'histoire et ça donne
un passage extrêmement Ce qui drôle. rappelle un petit peu Jean Dutour, le Feldmaréchal von Bonaparte, sur la réécriture de l'histoire, l'Uchronie. Exactement. Sauf que Jean Dutour, lui, imagine un autre passé possible, alors que Antoine Blondin part dans une sorte de grand délire très très drôle. Ouais. A-t-on le temps, cher Philippe, pour quelques annonces ? Alors, je vous écoute. Nous vous écoutons. En rapport avec Jean Raspail, eh bien, ce dimanche, 5 juillet, à 11h, à l'appel d'associations royalistes de Haute-Bretagne, un hommage sera rendu à Jean Raspail dans la commune de Fréhel, mais mieux connu sous son vieux nom de Pléhérel, devant la chapelle du Vieux-Bourg, là où Jean Raspail allait en congé. La chapelle sera fermée. En raison des restrictions sanitaires. Aussi, l'hommage se tiendra-t-il dans l'enclos autour de la croix à 11h, donc. Pas de messe ni de discours, mais lecture de 2 textes de Jean Raspail, recueillement et prière. Un bouquet de lys sera déposé au pied de la croix. Et le dimanche 5 juillet à 21h30, il y aura sur une grande chaîne National Geographic la diffusion d'un reportage de Sylvain Tesson, Les ailes de Patagonie. Un grand merci Thibaut, et un bon dimanche à tous les auditeurs.